Je voudrais quand même en introduction, et puis après avoir assisté à un petit peu la grand-messe qu'on a eue et qui était assez brillante de ce matin, et avant de parler de smart building, smart grid, où effectivement on va regarder un peu qu'est-ce qu'on va faire demain et comment on va faire, je voudrais simplement reprendre quand même un peu en tant que chercheur, en tant que neutre dans cette histoire, de se dire que la réalité du terrain est parfois assez loin de tout ce qu'on va présenter. Que parfois je me dis, on devrait faire une réunion sur un chantier, mais pas en étant invité avec des visites de chantier. Simplement aller un peu comme une émission de télé qui s'appelle Patron Incognito. On viendrait là et on se dirait, ouh là là, mais c'est comme ça que ça se passe, la réalité. Et c'est comme ça que ça se construit. Et si les patrons, y compris ceux qu'on a vus ce matin au camp d'intervention, venaient, on se dirait, ah mais le bâtiment, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on imagine, que la non-qualité est quelque chose de très très important dans ce bâtiment. Et pour être au CEA, on fait beaucoup de monitoring. On a aussi des gros problèmes de qualité de bâtiments neufs, hein, de problèmes de vieillissement des bâtiments neufs, de problèmes, après, quand on parlait tout à l'heure de mixité énergétique, c'est très bien. Il ne faut pas oublier qu'une batterie, c'est polluant, qu'on dit, ah oui, l'électricité, c'est bien, mais que le solaire thermique a totalement disparu dans le bâtiment. Or, c'est de loin la meilleure énergie possible, mais pour beaucoup de raisons, on n'arrive pas à le développer. Donc, je voulais faire cette introduction un petit peu complètement à l'opposé de tout ce qu'on va présenter maintenant, mais pour dire, on en est conscient, et c'est pas parce qu'on a une vision un peu optimiste qu'on va présenter de belles choses, de choses qui sont le bâtiment de demain, on n'est pas conscient de la réalité d'aujourd'hui aussi, et qu'il y a énormément de choses à changer, mais c'est pas parce qu'il y a énormément de choses à changer. Je parlerai des CMistes avec qui je travaille beaucoup, qui sont souvent des financiers, des promoteurs qui sont des financiers dans le tertiaire et qui oublient finalement qu'il n'y a pas que le côté économique qui devrait primer, mais qu'il y a des valeurs à entrer, des valeurs humaines, on l'a vu, des valeurs environnementales. Et tout ça, je dirais que ça fait un tout et que certainement, on a des freins qui sont liés, et c'est normal, à ce modèle économique, et personne ne veut payer beaucoup plus que ce qu'il paye aujourd'hui pour son bâtiment. On a des freins réglementaires, hein, et aujourd'hui, si la qualité de l'air n'est pas au rendez-vous dans le bâtiment, c'est certainement parce que aujourd'hui, la réglementation ne demande pas une qualité d'air suffisante. Et on a des freins, et c'est le sujet d'aujourd'hui, énergétiques, parce qu'on n'a pas encore suffisamment avancé dans nos réflexions globales sur l'environnement. Dans nos laboratoires, on travaille sur des batteries en pomme de pin, on travaille sur des batteries en paille. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, c'est pour après-demain, on y arrivera. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de se présenter à un instant donné avec des projets et dont je me réjouis parce que je trouve qu'ils sont vraiment ambitieux et intéressants, et de se dire, dans un contexte d'aujourd'hui, avec ce qu'on a, on avance, et la recherche, c'est aussi ça, c'est d'avancer petit à petit, sans oublier la réalité, mais en en tenant compte et en se disant, c'est pas parce qu'on va résoudre tous les problèmes d'aujourd'hui que demain, on n'aura pas des choses ambitieuses à faire. Donc oui, il y a des choses à résoudre, et oui, il y a des ambitions à faire, et c'est le mix des deux qui va nous donner des bâtiments demain qui nous conviendront beaucoup mieux. Donc, c'était une petite introduction, et je vais maintenant introduire un petit peu donc cette session qu'on a prévue en deux parties. Une partie qui va parler de mixité énergétique. Alors, on est vraiment on est dans l'actualité profonde, puisque hier, on a eu quand même un séisme qui nous a dit le gaz, c'est la fin, la RE 2020 remet en cause un certain nombre de choses, donc qui va secouer un petit peu beaucoup. Mais la mixité énergétique, pour nous, effectivement, c'est du gaz, effectivement, c'est de l'électricité, c'est de l'hydrogène, c'est un certain nombre de vecteurs ou d'éléments de production qui existent encore, qui existeront, et c'est de cette façon que se fera le smart building de demain.
Et ça, c'est une première chose. Une deuxième est la réglementation. On n'en parlera pas, ce n'était pas l'objet de cette présentation, mais on aurait pu. Et une troisième est le modèle économique, puisque c'est quand même que c'est ce qui pilote. Et donc, ça viendra dans la deuxième partie de notre présentation. Je vais tout de suite passer la parole à Emmanuel François, qui va pouvoir introduire un petit peu notre session. Donc, Emmanuel François est président de Smart Building Alliance et il va nous parler un petit peu des leviers d'optimisation des infrastructures énergétiques qui, effectivement, sont basés sur cette mixité énergétique. Emmanuel François, vous avez la parole. Bonjour. Merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici présent à Building Connect avec ce panel de personnalités. Et je crois qu'on va avoir des choses très intéressantes à voir autour de l'énergie. Donc effectivement, on va de plus en plus vers un modèle de mixité énergétique. On voit d'une part l'essor des ENR et parallèlement l'essor de la mobilité électrique. Et cela, ça nous amène forcément à une nécessité de mixité, je dirais d'hybridation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir du stockage, on va avoir besoin de pilotage pour l'adapter au mieux. Et donc, il va falloir avoir une hybridation entre des réseaux électriques, enfin énergétiques, d'une manière générale électriques ou thermiques, centralisés ou décentralisés. Ça nécessite notamment d'avoir une très bonne connaissance des besoins de ressources, des besoins à l'instant T plus 1, des capacités de stockage, à l'instant T plus 1, ou de restitution, des capacités d'effacement, des capacités et puis les capacités des différents. Ça nécessite de fait d'avoir accès aux données, à des données multiples en temps réel et d'avoir une capacité de traitement de ces données en temps réel et de manière sécurisée. Ça nécessite nécessairement d'avoir une interconnexion des réseaux et des équipements et de pouvoir agir sur ces équipements en temps réel, notamment pour faire de l'effacement ou pour effectivement pour un équilibrage des réseaux. On voit bien qu'en fait, tout ça, c'est en train d'évoluer, c'est en cours et ça s'accélère. Ça s'accélère. Tout à l'heure, on a parlé de véhicules électriques, de modèles électriques. C'est vrai qu'on va vers un monde qui est plus en plus électrique. Et donc, ça veut dire qu'il faut de l'intelligence. Si demain, effectivement, on a 50% de véhicules électriques, et quand je dis demain, je ne sais pas si c'est 2025 ou 2030, eh bien, on ne pourra pas charger tous ces véhicules en même temps, à la même heure. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il faut effectivement un réseau intelligent. Et quand je dis un réseau intelligent, les véhicules, mais ça concerne l'ensemble des équipements qui sont raccordés et à commencer par les bâtiments. On en est assez loin de tout ça. Et quand on réfléchit, l'espace de temps est, je dirais, entre 5 et 10 ans. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps et c'est maintenant. Et ça va être l'objet de cette discussion. Merci beaucoup. Étienne. Donc, effectivement, on s'entraîne pour les enchaînements, mais ça va y arriver. Donc, pour parler de ces énergies, ce qui est le plus en vogue, je dirais, aujourd'hui, c'est d'abord la demande. Et la demande dépend effectivement du contexte. Et effectivement, on peut longtemps parler de toute énergie et de toute possibilité. On s'est dit que le plus important, c'est dans quel contexte on va parler, dans quel contexte on est. On est de production, de consommation et de type. Et donc, on a invité pour en parler Ludmilla Gauthier, qui est directrice adjointe, générale adjointe de l'Université de Strasbourg.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi d'être parmi vous pour cette table ronde. Donc, effectivement, moi, je suis directrice générale adjointe de la filiale de commercialisation d'électricité, de gaz et de services du groupe ES. Donc, ES, énergéticien local alsacien engagé sur le territoire depuis plus de 120 ans et qui accompagne notamment la transition énergétique du territoire autour de 4 grandes activités: distribution d'électricité, fourniture d'énergie, une filiale dans les services énergétiques et de la production d'énergie renouvelable locale. Donc c'est effectivement, vous l'avez très bien dit, la première étape dans cette logique, c'est vraiment de faire un diagnostic énergétique territoriale ou locale, ça dépend effectivement de la maille à laquelle on parle, au niveau d'un territoire, d'une ville ou d'un quartier. Mais ce qui est important, c'est de faire l'analyse de la demande énergétique, mais tout secteur, pas que le bâtiment, mais vous l'avez mentionné aussi, le secteur du transport, peut-être l'industrie, pour avoir vraiment une vision de la demande énergétique en électricité, en chaleur, en carburant pour la mobilité. Et dans une deuxième étape, faire une analyse de l'offre, des moyens de production d'énergie renouvelable que l'on a sur un territoire, pour ensuite, justement, c'est là où interviennent les réseaux énergétiques, faire ce lien entre demande et offre, en utilisant tous les leviers qu'offrent ces réseaux énergétiques, que ce soit le réseau électrique, les réseaux de chaleur ou les réseaux de gaz. Et donc, fort de cette analyse-là, le groupe ES a décidé d'investir dans des moyens de production d'énergie renouvelable locale, donc la biomasse, donc avec une centrale de production d'électricité et de chaleur sur le port autonome de Strasbourg, qui alimente notamment en chaleur un des réseaux de chaleur de l'Eurométropole de Strasbourg, avec une biomasse locale, avec un plan d'approvisionnement de moins de 100 km, donc de la biomasse des Vosges ou de la Forêt-Noire. Deuxième ressource locale en Alsace, c'est effectivement une spécificité du bassin rhénan, c'est la géothermie profonde. Donc, ES investit dans ces moyens de production, à la fois pour de la production d'électricité, comme c'est le cas sous Forêt, ou production de chaleur, comme c'est le cas sur la centrale de Rittershofen. Et donc, la chaleur alimente un industriel de la région pour ses besoins en chaleur de ses process industriels. Troisième moyen de production, c'est l'hydraulique. Donc, ES investit dans la micro-hydraulique, en complément, bien sûr, des centrales de production hydraulique au fil de l'eau sur le Rhin. Il faut savoir que c'est une spécificité alsacienne. Les centrales de production sur le Rhin alimentent, on va dire, environ 2/3 de la consommation en électricité en Alsace. Donc ça, on voit vraiment l'importance d'avoir une analyse locale. Et puis, la quatrième moyen de production d'énergie, c'est le photovoltaïque. L'Alsace est une région particulièrement, on va dire, clémente au niveau de l'ensoleillement. Et donc, c'est une solution que nous proposons à nos clients, que ce soit des clients particuliers, entreprises ou collectivités, pour devenir eux-mêmes producteurs d'électricité à partir de photovoltaïque, que ce soit en revente ou en autoconsommation. Donc, voilà l'étendue, effectivement, là, des moyens de production d'énergie renouvelable sur lesquels ES investit, au bénéfice
du territoire. Ok, merci beaucoup. Effectivement, je crois que c'est assez impressionnant et que on reparle de mixité énergétique et qu'effectivement, il n'y aura pas demain une énergie renouvelable qui sera unique, mais par contre que ce fameux bouquet énergétique dont on parle et qui a été très bien présenté ici sera ce qui nous fera une électricité zéro carbone de demain. On va continuer cette présentation avec l'expérience, donc un retour d'expérience cette fois-ci sur la gestion de l'énergie photovoltaïque par l'intérieur de bornes de stockage et qui sera fait par Prudence Soto, qui est directrice générale Sauter Régulation. On ne vous entend pas. Vous n'avez pas de micro. Non, on n'entend pas. Bon. Il nous manque un micro. Peut-être qu'elle se reconnecte. On peut reconnecter. Bon, sinon on va peut-être repasser un intervenant et on reviendra tout à l'heure à Prudence Solo. Malheureusement, on n'a pas de... Étienne, en attendant, peut-être que je peux apporter un petit complément. Ça permet de... Oui, on peut continuer sur les modèles économiques. On peut... comme vous voulez, mais... Les modèles économiques, et on reviendra avec Prudence Solo tout à l'heure. Et donc l'autre partie de notre intervention qui était de parler effectivement, parce que parler d'énergie renouvelable, c'est clair que c'est très bien. Si on veut que cette énergie renouvelable prenne le pas sur une énergie fossile, sur d'autres types d'énergie, je l'ai dit, il y a la réglementation. L'autre pas, c'est le modèle économique. Aujourd'hui, on va se poser la question sur ces différentes énergies renouvelables. Quel coût d'abord et quel modèle économique, quel impact environnemental? Est-ce qu'on peut susciter des investissements? Comment l'usager va se comporter? Un modèle économique pour des investisseurs, un modèle économique sur des usagers, qui est prêt à faire quoi? Et donc, on avait proposé d'abord à Emmanuel François de parler en parlant d'effacement, en parlant de régularisation des tarifs par rapport au système intelligent. Alors, ok, merci. Je voulais juste apporter un tout petit complément par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, tout ça, ça peut marcher, comme on l'a dit, si les... Donc, la Smart Building Alliance. Bon, on n'a vraiment pas de chance. Qui s'appelle R2S. Allô? Oui, on a un petit problème de connexion, vous n'avez pas beaucoup de réseau, mais ça va aller, continuez. Ouais. Donc, la Smart Building Alliance est à l'origine d'un cadre de référence qui s'appelle R2S for Grids et qui a vocation à qualifier justement les bâtiments dans leur aptitude à communiquer des données énergétiques et justement à s'effacer et à apporter cette flexibilité énergétique. Ce cadre de référence va être également translaté à l'échelle d'un quartier, d'un territoire. R2S et grids au pluriel, puisque comme on l'a dit, il y a plusieurs réseaux d'énergie. Ensuite, ce qui est important, c'est cet accès aux données. Et là aussi, il y a des choses qui se passent. On parle aujourd'hui, à l'échelle des bâtiments, d'un operating system du bâtiment. Un operating system du bâtiment vers lequel convergent toutes les données du bâtiment, y compris les données énergétiques. Et à l'échelle du quartier, on parle d'un operating system du quartier. On parle d'un BOS pour le bâtiment et d'un DOS pour le quartier. Vous allez me dire, est-ce que ça existe? Pour les bâtiments, c'est en cours. Pour les quartiers, c'est en construction. Pour que tout ça, ça marche, effectivement, ensuite, il faut qu'il y a des nouveaux métiers. Il y a des nouveaux métiers, notamment un métier qui va être essentiel dans les années à venir, qui est le tiers de confiance. C'est-à-dire l'acteur, au pluriel, ça peut être des acteurs aussi, qui vont gérer ces données, qui vont gérer les systèmes, qui vont gérer le réseau informatique et les réseaux. Ce tiers de confiance est essentiel et c'est lui qui va contractualiser avec des opérateurs de services
opérateurs de services énergétiques, mais de mobilité, etc., pour apporter des services aux bâtiments et aux quartiers. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on parle de modèle économique, mais effectivement, on peut parler de modèle économique que si ça, déjà, ça existe. Si on a accès aux données, si les réseaux sont interconnectés, s'il y a un tiers de confiance qui contractualise avec des opérateurs de services et quelque part qu'il y a qu'on puisse contractualiser et donc avoir des modèles qui s'appuient sur ces contrats. Alors maintenant, quel type de modèle économique? Effectivement, des équipements, intelligence artificielle, on parlait de modèle économique et passer notamment et accompagner ces mutations qui sont basées sur et aujourd'hui encore sur des modèles statiques à des modèles dynamiques. Qu'est-ce que ça veut dire un modèle dynamique? Ça veut dire qu'on va avoir une tarification qui va être fluctuante en fonction des ressources. Et ça, si vous voulez, c'est un vrai changement. Aujourd'hui, effectivement, ça ne l'est pas forcément le cas. Mais à partir du moment où on va avoir beaucoup plus de stockage énergétique, beaucoup plus de mobilité électrique, avec des pics de consommation, eh bien entendu, on ne peut plus être dans un modèle statique, on va être sur un modèle dynamique. Et ce modèle dynamique va permettre avec des modèles économiques fluctuants et donc dynamiques, ça va permettre justement d'adapter la consommation à la production. Alors pour ça, si vous voulez, ça nécessite également des nouveaux modèles, des nouveaux modèles de financement, des nouveaux modèles d'échange. On parle de plus en plus de traçabilité avec de la blockchain pour notamment valider l'origine, par exemple, de l'énergie, savoir si c'est une énergie fossile ou une énergie décarbonée. Ça permettra derrière de pouvoir dire et de pouvoir pointer des productions ou des consommations qui sont sur des énergies vertes et non plus carbonées. Ensuite, ça permet également d'avoir de pouvoir faire des monnaies d'échange. On parle de crypto-monnaies. Et donc là, si vous voulez, on rentre dans des modèles qui vont être plutôt des modèles d'échange, c'est-à-dire j'investis dans un système et je suis rémunéré en crypto-monnaie. Ça peut être aussi, je peux payer en crypto-monnaie. Vous voyez, donc on arrive vraiment dans des nouveaux systèmes, des nouvelles incitations qui vont pouvoir permettre de pointer vers des énergies beaucoup plus décarbonées, vers de la production et de la consommation locale en économie. Je laisse la parole maintenant aux autres participants, mais on voit bien qu'on est dans une évolution fondamentale. Mais je le rappelle, tout ça, ça ne peut marcher qu'effectivement s'il y a de la confiance et si on a mis en place tous ces réseaux interconnectés qui sont nécessaires et qu'on doit mettre en place maintenant. Merci Emmanuel. Alors, on va poursuivre. Alors, je vois que le président nous a rejoint, mais on va d'abord enchaîner parce qu'effectivement, on est tout à fait sur le même domaine puisqu'on a commencé à parler de modèle économique et effectivement, la problématique de l'autoconsommation et du stockage est totalement liée à ce modèle économique et effectivement doit bénéficier de ces tarifications variées et de ces données. Et donc, je vais laisser en parler Élodie Estin, donc, qui est responsable marketing des solutions de stockage chez Socomec et qui va nous parler un petit peu de ces modèles économiques liés à l'autoconsommation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc effectivement, je travaille au sein de la société Socomec. Je suis depuis 4 ans en charge du marketing dans la BU stockage de l'énergie. Alors tout d'abord, Socomec, au niveau smart grid, smart building, il y a 2 entités qui répondent à ce besoin-là.
Donc, on a une entité spécialisée dans tout ce qui est gestion de la mesure énergétique. Donc, on va fournir des solutions de mesure, des solutions de surveillance qui sont, comme le disait Monsieur François tout à l'heure, intéressantes et importantes pour tout ce qui est récupération des données et pour tout ce qui est analyse de ces données. Parce qu'effectivement, avant de mettre des solutions coûteuses en place, il faut commencer par analyser et savoir comment on pourrait optimiser. Déjà d'une manière simple, peut-être juste en pilotant pour démarrer les différentes consommations. Deuxième partie, donc c'est là où dans la BA dans laquelle je fais partie moi-même, c'est la partie solution de stockage de l'énergie. Donc au niveau de Socomec, on fournit des solutions complètes. Donc on fournit le convertisseur. On a l'historique de par notre fourniture d'onduleurs, on a l'historique de tout ce qui est la conversion. On fournit également les batteries. Alors, on a des partenaires de batteries lithium-ion aujourd'hui dans nos fournitures. On ne les fabrique pas nous-mêmes, hein, c'est vraiment du partenariat. Et après, on va fournir tout ce qui est raccordement à CDC, pareil, par l'historique Socomec. Donc, à quoi va servir ce stockage? Donc, il y a plusieurs applications. Il va y avoir les applications côté réseau isolé, donc apporter de l'énergie là où il n'y en a pas. Il va y avoir le stockage dans la partie génération, donc lié, couplé à des centrales de production, notamment de production renouvelable qui sont intermittentes. Et il va y avoir le stockage dans la partie consommation, donc rattaché à des bâtiments. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a diverses réglementations, donc on le mentionnait tout à l'heure, qui poussent de plus en plus à augmenter la part d'énergie renouvelable, et notamment dans les bâtiments. Hein. La loi énergie-climat, par exemple, pousse les nouveaux entrepôts et les nouveaux centres commerciaux à intégrer des énergies renouvelables, préférentiellement du photovoltaïque, mais c'est ouvert à toute autre énergie renouvelable. Et donc, tout cela a pour effet de conséquence d'augmenter l'autoconsommation de cette énergie-là. Alors, l'autoconsommation, elle peut être simplement je consomme quand je produis, et puis si j'en ai pas besoin, je le renvoie sur le réseau. Par contre, ça c'est pas toujours réaliste parce que on peut pas forcément renvoyer, ou parce que les gains de revente sont pas exceptionnels. Donc, les gens vont essayer de chercher d'autres solutions pour améliorer cette autoconsommation, et c'est là qu'intervient le stockage. Alors, on parle de modèle économique. Effectivement, l'autoconsommation seule, aujourd'hui, avec les prix du photovoltaïque qui ont bien diminué, s'avère être rentable. L'autoconsommation associée au système de stockage l'est un peu moins. Donc, le retour sur investissement qui pouvait être de 5-6 ans va se retrouver rallongé parce que les systèmes de stockage, même si les prix des batteries ont baissé, restent quelque chose d'assez onéreux. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus des multiservices se développer. Donc, en fait, le stockage ne va plus servir qu'à faire de l'autoconsommation, mais il va pouvoir servir à faire en plus de la résilience. Donc, typiquement, je perds ma connexion du réseau, je vais pouvoir reprendre la main avec mon système de stockage et limiter en fait l'interruption de l'alimentation du bâtiment. On va pouvoir également faire de l'écrêtage, donc garder l'énergie stockée pour la réutiliser à un moment ultérieur et limiter les impacts de pic sur le réseau. Et là, ça va prendre beaucoup plus de sens. Et il y aura un retour sur investissement intéressant à ce moment-là. Voilà ce que je peux vous en dire. OK, merci beaucoup. Donc, on a encore 2 interventions sur la partie photovoltaïque. Comme on était dans la partie modèle économique, je propose qu'on poursuive avec Ludmila Gauthier, qui est déjà intervenue et qui va nous parler de ce modèle économique pour le photovoltaïque avec de la revente, avec à la fois la revente, de l'autoconsommation, et de voir un petit peu vers quoi on peut aller pour avoir un modèle économique équilibré demain.
Oui, donc côté ES, on propose ces solutions photovoltaïques déjà depuis 2007. Donc, on a à notre actif plus de 800 installations photovoltaïques sur l'Alsace. Alors, c'est clair qu'on a pu voir l'évolution à la fois sur le prix des panneaux et sur les tarifs de rachat. Et c'est vrai que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est derrière qu'il y a des clients, des usagers et que il faut penser à leur retour sur investissement. Donc clairement, aujourd'hui, au vu de la baisse des prix des panneaux, le modèle le plus rentable pour les clients, là surtout particuliers, c'est un mix d'autoconsommation et de revente du surplus. Et ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est important que le client soit sensibilisé à sa consommation énergétique. Donc, il y a pas mal de recherches dans ce domaine pour savoir si on met des afficheurs déportés, est-ce que ça va modifier considérablement le comportement des usagers du bâtiment. En fait, on se rend compte que finalement, c'est pas si évident que ça, alors qu'à partir du moment où un habitant devient producteur d'électricité, là, il prend vraiment conscience de ce que représente l'électricité et va effectivement être amené, pour améliorer le taux de rentabilité de son installation, à augmenter le taux d'autoconsommation, alors soit de manière manuelle, soit effectivement grâce à des solutions de pilotage de ces usages. Et c'est clairement, nous, vers ce type de solution qu'on voudrait faire évoluer nos offres pour favoriser ce taux d'autoconsommation chez les clients. Et côté sur des installations de plus grande puissance, donc plutôt pour entreprises, un modèle qu'on propose également, c'est un modèle de location-vente. Donc là, effectivement, on est plus sur la logique de l'économie de la fonctionnalité, que le client ne veut pas obligatoirement être propriétaire de son installation photovoltaïque. Ce qui est important pour lui, c'est effectivement de pouvoir bénéficier de l'électricité en autoconsommation. Et donc, voilà, on investit sur le toit des clients en système photovoltaïque, sur le toit ou sur ombrière de parking, par exemple. Et donc, moyennant un loyer, le client bénéficie de la production d'électricité en autoconsommation et deviendra propriétaire de son installation au bout de 15 ans. Donc voilà, c'est le type de modèle qu'on pousse pour favoriser le déploiement de ces systèmes photovoltaïques, en prenant vraiment bien en compte la vue du client et le rationnel économique qu'il y a derrière les décisions. Ok, merci. Alors, avant de passer à une phase d'échange qu'on pourra faire, je pense qu'on a donc manqué la partie de Prudence Auto, donc qui revient sur cette gestion du photovoltaïque. Là, on était plutôt par un retour d'expérience qui concernait les bornes de stockage. Donc, on vous redonne la parole, donc à Prudence Auto, directrice générale de Sauter Régulation. Merci Étienne Burtz, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Sauter Régulation, c'est un acteur dans le domaine de la régulation. GTD, GTC, Smart Mobility, une affiliée énergétique, une entreprise qui a plus de 110 ans aujourd'hui. Alors, je voulais surtout parler en fait d'un retour d'expérience sur une ville, une commune en Corse, avec une volonté en fait d'une mairie de mettre en place surtout des bornes de recharge en fait pour son établissement. Voilà, donc ils ont mis en place 56 bornes
de recharge avec un compteur pour un ensemble de bornes. Et l'objectif pour donc une entreprise telle que la nôtre dans le pilotage, c'était de ne pas dépasser la puissance souscrite. Et la puissance souscrite, en l'occurrence, à ne pas dépasser, c'est 400 VA. Donc c'est là où les systèmes effectivement d'automatisation qui permettent de mesurer, de piloter, d'anticiper la production et la consommation d'énergie à tout son sens, comme expliquait Emmanuel François en début d'intervention. Donc sur ce projet, on procède comme en fait on fait un délestage cyclique des bandes de recharge toutes les 2 heures, et tout en gardant cet objectif de ne pas dépasser la puissance souscrite. Donc il y a une rotation en fait de l'alimentation des bandes de recharge. La partie photovoltaïque, elle intervient où? En fait, elle intervient pour alimenter les bandes de recharge. Pour autant, sa capacité, elle ne permet pas de tout alimenter, d'alimenter les 56 bornes. Donc, il faut pouvoir effectivement gérer cette partie-là, et l'importance du système de pilotage, je dirais, le plus fin possible et le plus optimisé. Alors, vous parliez d'avenir, demain. Pour nous, en fait, l'enjeu de demain, c'est effectivement la borne type Smart Charging, je vais y arriver, donc qui pourra effectivement récupérer, gérer la recharge, mais aussi de la redonner au réseau. Donc les business models aujourd'hui, je pense qu'ils se cherchent. Effectivement, on peut penser à des modèles où c'est l'usager qui va être rémunéré. Il y a beaucoup de bâtiments, de collectivités, d'écosystèmes très complexes. Donc, tout est à construire. Et là, l'intelligence artificielle a tout son enjeu, et l'intelligence artificielle imbriquée dans des systèmes de GTV, de smart building, pourra déterminer le meilleur, je pense, business model possible. Donc là, tout ça pour répondre à 2 enjeux qui sont la recherche du bien-être et la mise à disposition de nombreux services aux usagers, et puis de bien sûr réduire les consommations d'énergie et diminuer les rejets des polluants pour préserver l'environnement. Ok, merci beaucoup. On a réussi à faire la présentation. Donc, on arrive au bout des présentations qu'on voulait faire un peu en introduction. On voulait aussi que ce soit un moment de table ronde, même si on n'a pas de table et que rien n'est rond. Mais l'idée, c'est de pouvoir échanger. Donc, Philippe Jourdan, qui est directeur des projets au pôle Fibre Énergie, et notre animateur. Donc, on va le laisser poser quelques questions avant de repasser la parole pour un retour d'expérience un petit peu, où on verra des applications de ce qu'on vient de faire. Alors Philippe, à toi la parole. Merci Étienne. Donc je vous restitue des questions qui sont posées par les participants. On va commencer par une question très simple qui concerne les réseaux de gaz, d'hydrogène. La question est: à quelle échelle pourrait-on utiliser l'hydrogène dans les réseaux? Pour la ville, moi je répondrai en tant que CEA qui fait beaucoup de l'hydrogène à l'échelle de 2050. En tout cas, on est encore loin quand même d'avoir l'hydrogène dans les réseaux. C'est mon avis. Mais ça viendra. Si je peux effectivement amener un complément de réponse. Effectivement, aujourd'hui, à court terme, autant utiliser les réseaux énergétiques existants. Et donc, il existe notamment une technologie qui est l'électrolyse, qui permet de produire de l'hydrogène à partir d'électricité. Et donc, l'idéal, c'est que de produire de manière décentralisée au plus près de la consommation cet hydrogène par électrolyse, et donc de profiter des réseaux d'électricité existants pour permettre de produire un hydrogène bas carbone par rapport à la situation actuelle où l'hydrogène est produit par vaporeformage de gaz, et donc est fort émetteur de gaz à effet de serre. Donc là, on retrouve la question du centralisé-décentralisé. Idéalement, l'hydrogène doit être produit de manière décentralisée à partir d'électricité et renouvelable ou bas carbone. Et donc, du coup, l'horizon de temps
sur ces applications potentielles peut se raccourcir, et notamment aujourd'hui, les applications qui sont pressenties sont pour un usage pour de la mobilité lourde, en complément des solutions électriques pour les usages plutôt urbains et périurbains, et également pour décarboner certains process industriels. Donc ça, c'est des applications qui sont plus court terme, avec des projets déjà en cours. Je suis tout à fait d'accord avec des démonstrateurs. Et là, on peut arriver avant 2030 à des applications de l'hydrogène dans le bâtiment commercial, sachant que le côté démonstrateur expérimental a déjà commencé et va se renforcer dans les années à venir. Alors, j'ai une autre question qui est centrée sur l'habitant. Comment est-ce qu'on peut définir le smart building du point de vue de l'habitant, puisqu'à priori, lui, ce qu'il cherche, c'est d'habiter dans des ambiances qualitatives globales. C'est pas quelqu'un qui est technicien. Comment vous définiriez le smart building pour l'habitant? Je peux démarrer, lancer, parce que c'est un sujet effectivement, dans lequel on baigne. De toute façon, quand on parle de smart building, le smart building, il doit s'adapter au bâtiment. C'est la définition. Comme la smart city. Hein, c'est un bâtiment qui est tourné vers l'habitant. Ensuite, aujourd'hui, on ne peut plus raisonner uniquement à l'échelle du bâtiment. On doit raisonner minimum la maille. Donc, en fait, un usager, il faut que, bien entendu, il va habiter dans un bâtiment, mais il faut qu'il soit aussi il se positionne à l'échelle du quartier. L'échelle du quartier, pourquoi? Parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura de la production énergétique locale. On va vers l'hybridation, et donc il y aura du central et du décentralisé. Mais ce décentralisé, il ne sera pas forcément à l'échelle du bâtiment, sauf si c'est des grands bâtiments. Il sera plus à l'échelle du quartier. Et même si c'est à l'échelle d'un bâtiment, ce bâtiment peut être producteur d'énergie pour le quartier. Donc, vous voyez, c'est ça qui est important. Alors maintenant, comment lui, il va être impliqué? Eh bien, pour qu'il soit impliqué, il faut qu'il soit informé. D'où, effectivement, la nécessité d'avoir accès aux données. C'est pour ça que je parlais d'un operating system dans lequel sont gérées les données, pour que chaque citoyen, chaque usager ait accès à ces données et qu'en échange, il puisse être informé et impliqué, responsabilisé. Si on parle enfin de nouveaux modèles économiques et surtout d'implication, moi je crois beaucoup à une association de l'usager dans les investissements. Je parle aujourd'hui de PPP. PPP, c'est-à-dire investissement privé, public, même que EDF mène des projets dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'épargne, et bien que cette épargne puisse être directement impliquée dans des projets PPP, sans passer d'autres tuyaux, je pense que ça serait bien plus... Bon, on a perdu, je crois. On vous a perdu. Et je vois exactement le fruit de mon investissement. Oui. Après, comme je vous l'ai dit, s'il est informé, eh bien il peut avoir accès donc à des applications qui vont le citer, avoir un comportement plus aujourd'hui, sinon c'est très difficile d'avoir un comportement frugal si on n'a aucun retour d'information. Si on commence juste avec Linky à avoir des informations, elles ne sont pas mais c'est en train d'évoluer. Et je pense que ça aussi, c'est un sujet majeur. Et c'est le but justement d'avoir toutes ces données concentrées à un endroit et ensuite de pouvoir y avoir accès de manière intelligente, coordonnée et sécurisée. Ouais, j'ai bien aimé l'intervention qui disait qu'effectivement, le fait de voir ta production, c'était quelque chose qui permettait aussi de s'intéresser à sa consommation
Et on aurait pu rajouter le stockage en se disant, bah oui, Tout à fait. demain, un usager ce qui se consomme, ce qui produit, ce qui stocke, et sans forcément avoir la main dessus parce qu'il n'a pas les compétences et pas le besoin et peut-être pas la nécessité en permanence, mais en tout cas d'avoir accès à ces données et accès de façon facile à lire, à comprendre, ce qui est quand même très très compliqué aujourd'hui, pourra influencer le comportement de l'usager. Donc j'ai une question où on s'intéresse à retour sur investissement. Donc on a beaucoup parlé du retour sur investissement économique, mais la question est-on à même de pouvoir parler aujourd'hui de retour sur investissement carbone, de retour sur investissement ressources? Alors, je vais commencer en étant très provocateur et on a parlé de beaucoup d'énergie, de géothermie, de biomasse, d'hydraulique sur le Rhin, d'hydrogène. Je dirais qu'on aura gagné la bataille quand on pourra faire de l'eau chaude avec du solaire thermique. Et cette bataille, paradoxalement, on l'a commencé bien avant toutes les autres, on la terminera bien après toutes les autres, pour plein de raisons qu'on connaît. Ce qui est certain, c'est que c'est certainement l'énergie la plus propre, l'énergie qui, effectivement, il faut diminuer encore un petit peu les quantités de métaux qu'il y a dedans. Mais aujourd'hui, on n'a plus ou quasiment plus de filière industrielle pour ça. On n'a pas de bonne solution pour cela, tout simplement parce qu'on n'a pas investi, on n'a pas aidé. Et je suis à l'Institut national d'énergie solaire et je sais combien on a mis d'argent sur le photovoltaïque, qui était très bien, mais on a un peu oublié le solaire thermique. Et on a une solution qui existe, en tout cas pour l'eau chaude. Je ne dis pas pour le chauffage, parce qu'en hiver, faire de l'eau, du solaire thermique, bon, c'est bien, ça fait rêver quelques personnes, mais je ne pense pas. Je pense qu'on a un énorme potentiel, mais que, au-delà de tous nos discours, malheureusement, on n'a pas encore fait cet effort-là. Alors ça, c'est un peu de la provocation, hein, et ça pourrait clore cette réunion en se disant, voilà, après tout ce qu'on a sorti de smart building, de smart grid, de smart, de tout ce qu'on veut, du solaire thermique, c'est un bidon, c'est un tuyau et c'est une pompe. C'est tout simple, ça coûte pas grand-chose, ça peut marcher, mais c'est pas encore opérationnel. Voilà, c'était juste une petite introduction, mais je préfère laisser les autres parler un petit peu sur, effectivement, cette thématique qui est importante, peut-être écrit Strasbourg, sur ce côté impact environnemental de ces énergies renouvelables. Ben, effectivement, un élément de réponse, en tout cas, c'est, je pense qu'on a dépassé ce conflit entre rentabilité économique et réduction de l'impact environnemental ou de l'impact carbone. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui doit driver les décisions de tout investissement, c'est à la fois la réduction de l'impact carbone et en visant effectivement la neutralité carbone. Et ça, c'est une action qui peut être menée à tous les niveaux, entreprises, collectivités, particuliers. Et aujourd'hui, des solutions existent avec sur la partie, on va dire, déjà énergétique, des énergies bas carbone, qu'elles soient renouvelables ou à partir d'électricité bas carbone, et des solutions qui sont compétitives. Modulo, effectivement, un modèle économique bien pensé, vu du client. Mais voilà, je pense que c'est tout l'enjeu là de cette relance économique dans un contexte de crise climatique. Il faut qu'on arrive à concilier les deux, et le driver finalement numéro un doit être la réduction de l'impact carbone. Merci. Emmanuel François, vous devez prendre la parole. Oui, alors, c'était parce que c'est vrai que c'est une question qui est assez large. Quand on parle de retour sur investissement, déjà, c'est par rapport à une économie existante, l'économie actuelle, en euros. Et là, ce qui est important, c'est plus on aura une approche globale, transversale, plus effectivement on pourra aller tirer d'avoir un retour sur investissement rapide. On a trop tendance à être très vert,
hein. J'investis sur la production photovoltaïque et puis quelque part, je n'ai pas forcément une utilisation directe de cette énergie beaucoup plus large. Je pense que ça peut être utile parce que ce n'est pas uniquement l'investissement dans la production de l'énergie, mais c'est aussi toutes les infrastructures, c'est aussi les systèmes pour collecter les données. Et donc, à partir de ce moment-là, on élargit le champ et ça permet d'optimiser l'investissement. Pour être clair, tout à l'heure, je vous ai parlé de données. Eh bien, on a des données énergétiques. On va avoir des systèmes pour piloter cette énergie. Et c'est exactement du niveau de la ville. Et ça va tout converger vers un système qui va collecter ces données. Et si vous voulez, c'est à partir de ce moment-là optimiser l'investissement, notamment sur les systèmes. Enfin, si on met de l'intelligence artificielle et si on peut faire de l'effacement anticipé, eh bien, effectivement, on va pouvoir adapter au mieux les réseaux, notamment les réseaux énergétiques, parce qu'effectivement, on n'aura pas besoin de répondre à des pics de consommation parce qu'on pourra les anticiper. Et donc, du coup, on pourra avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide. Je peux vous dire, tout à l'heure, je vous ai parlé de R2S for Grids. Eh bien, il y a des acteurs énergéticiens, j'ai eu la confirmation dans des régions qui disent le jour où des quartiers seront R2S for Grids ou même déjà des bâtiments, et on va adapter forcément les coûts de raccordement et les coûts énergétiques parce qu'en fait, on pourra réduire le dimensionnement des OV. Donc tout ça, c'est une approche qui est globale et c'est pour ça qu'effectivement, on ne peut pas avoir une vision simple. Enfin, je vous ai parlé d'économie réelle. Et moi, je crois beaucoup à l'économie, à d'autres indicateurs. Vous avez parlé d'empreinte carbone. Effectivement, il y a l'empreinte carbone, il y a aussi l'empreinte sociale, il y a l'empreinte environnementale. Et ça, il faut le tracer. On va parler de crypto-monnaie. On va tracer l'empreinte, et pourquoi pas l'empreinte environnementale aussi de nos comportements. Et tout ça, ça peut être valorisé, ça peut être tracé, et ça peut être tracé par une communauté qui est le quartier. Et ça peut donner lieu à une crypto-monnaie et une monnaie d'échange. Et je pense que ça, c'est un nouveau modèle. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir aller vers le monde de demain, tout en gardant le monde aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas mettre une croix sur le monde actuel, sur l'économie actuelle, ce n'est pas possible. Justement, basé sur des externalités positives auxquelles on donnera des valeurs qui ne seront pas forcément les mêmes valeurs que dans l'économie réelle. J'espère avoir été clair dans mes... Malheureusement, c'est très haché quand vous parlez. En tant que président de Smart Building Alliance, on ne peut pas dire que vous montrez en tant que bâtiment connecté. On a beaucoup de mal à vous recevoir, quoi. Mais bon, ça, c'est un problème de Smart aussi. Désolé. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai c'est très haché quand vous parlez. Une autre question, Étienne? Oui. La question est quels sont les meilleurs taux d'autoconsommation qu'on pourrait espérer obtenir? Quel est le rôle du stockage dans cette performance? Je peux démarrer? Oui. Alors, déjà, l'autoconsommation, le meilleur taux qu'on puisse espérer obtenir, si on veut être vraiment basique, ce serait du 100%. Et ce serait faisable parce que finalement, l'autoconsommation, c'est quoi? C'est la part que je consomme par rapport à la production que je fais localement. Donc, si j'installe un tout petit système photovoltaïque, eh ben, je suis capable de tout consommer. Par contre, ça n'a strictement aucun sens, hein. Donc, je jouais un peu dans cette réponse-là. Après, effectivement, atteindre du 80%, c'est jouable. On l'a déjà fait sur certaines installations. On peut aller un peu au-delà. Tout va dépendre, enfin, il y a beaucoup de choses qui dépendent du sizing de l'installation au départ, hein. Donc, avant d'installer son système photovoltaïque pour de l'autoconsommation, il est quand même judicieux et conseillé de faire une analyse préalable de sa consommation si possible sur 1 an,
parce qu'on sait bien que la consommation, elle n'est pas identique en automne, en hiver, en été. Donc forcément, cette analyse, elle a du sens. Après, pourquoi ajouter du stockage? Alors ça va dépendre de l'industrie ou enfin de là où on va installer le système, d'autoconsommation. Mais typiquement, si on réfléchit à une industrie, l'industrie qui ne va pas travailler le week-end pourrait très bien imaginer, stocker la production solaire le week-end pour la réutiliser après en semaine. Ça peut être un des critères, d'installation de stockage, enfin un des usages. Et typiquement, là, vous voyez, enfin, dans ce que je dis, j'espère que ça ressort, mais si vous voulez le faire pour le week-end, vous n'atteindrez pas les 100% d'autoconsommation parce que si vous voulez stocker toute la production du week-end, ben la batterie que vous allez devoir installer va être surdimensionnée et le stockage surdimensionné. Et là, vous allez payer beaucoup trop cher par rapport à l'utilité réelle. Mais voilà un peu comment je vois cette chose-là. Merci. Une dernière question, Étienne? Oui, vas-y, dernière question, puis je Elle est assez conclurai. simple. Je pense que la réponse pourrait être rapide. Ça concerne la posture des… Je lis la question, hein. Les entreprises sont frileuses économiquement pour opter pour des contrats verts qui sont beaucoup plus chers. À quand la démocratisation de ces offres? Alors, je peux peut-être intervenir. Alors, j'ai eu un problème de réseau, désolé. Donc, effectivement, c'est souscrire à une offre d'énergie verte, c'est une manière d'être aussi un acteur du développement des énergies renouvelables. Et donc, obligatoirement, ça a un coût ou un surcoût. Donc, ça fait partie, on va dire, comme on parlait tout à l'heure des options de participation citoyenne dans des projets concrets de production d'énergie renouvelable. Le fait de souscrire une offre d'énergie verte avec des certificats de garantie d'origine. Je rappelle le système avant qu'il y ait la blockchain qui vienne certifier l'origine de l'énergie. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est le mécanisme de garantie d'origine. Donc, pour 1 kilowatt consommé, on s'engage à ce que 1 kilowatt d'énergie renouvelable soit injecté sur le réseau. Là, je parlais de l'électricité, mais également sur le gaz ou le biogaz. Et donc voilà, c'est aussi un acte pour une entreprise en termes de responsabilité sociale d'entreprise, c'est d'être un développement des énergies renouvelables. OK. On va finir parce que on doit arrêter la session. Je voudrais conclure avec deux choses et avec ce qui vient d'être dit, mais une petite remarque. Effectivement, aujourd'hui, alors j'ai dit que mon rêve, c'était qu'on fasse du solaire thermique pour l'eau chaude. Mon rêve pour le photovoltaïque, si on regarde aujourd'hui avec le tarif de rachat actuel, en fonction des zones, ça varie un petit peu. Mais pour un particulier, on a un retour d'investissement sur 12 ans à peu près d'une installation. Pour une collectivité numérique, quand c'est un peu plus grand, ça va être 14-15 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on aurait un modèle économique qui pourrait être de se dire tout est gratuit pour celui qui va utiliser parce que finalement, ce qui va produire va permettre de payer. Alors, gratuit, il va payer à l'électricité de Strasbourg son électricité, mais au tarif en rachat. Et on pourrait lui offrir son panneau photovoltaïque et la collectivité aussi. Ça, pour moi, c'est ce qui doit se passer demain. Pour que ça se passe, c'est pas un problème économique, parce que là, il y est. C'est pas un problème de réglementation, ça y est. C'est un problème de toute une chaîne de valeur. C'est un problème de conscience environnementale de chacun. C'est un problème très général sur lequel je crois que tous les acteurs qu'on avait autour de la table agissent. Et il faut laisser du temps au temps. Mais en tout cas, ce genre d'événement, ce genre d'échange, ce genre de travaux et ce genre de confrontation va vers quelque chose qui, demain, nous donnera une énergie verte. On a tous les moyens de l'obtenir. On a simplement à le mettre en œuvre. Et je crois que c'est le rôle de tous ensemble. Et je conclurai là-dessus. Merci à vous. Au revoir.